Voilà, bienvenue à toutes et tous habitantes et habitants de la galaxie. Ce soir, petit quiz astrospatial un petit peu particulier, puisque c'est le quiz astrospatial de la nouvelle formule dans Galactic News, avec l'invité, qui est ce soir Lucie Le Bouleux, qui nous a parlé juste avant de son travail et de tous ses travaux annexes dans l'astrophysique, dans l'instrumentation. Lucie, comme sur Question pour un changement, a dit « Je reste pour... » pour le quiz, quiz que vous pouvez jouer si vous êtes sur YouTube. Vous aurez juste un point par question bonne, un point négatif par question mauvaise. Mettez votre score dans les commentaires. Et vous pouvez participer si vous êtes sur Twitch. Je vais vous expliquer comment. Vous pourrez jouer avec nous. Lucie, tu pourras jouer aussi si tu veux. Tu pourras commenter les réponses avec moi. C'est un quiz que j'ai prévu sur, en lien avec l'actualité. On a parlé de JUICE, la sonde qui ira voir les lunes de Jupiter qui partira au mois d'avril depuis la Guyane. Et donc ce sera sur les lunes galiléennes, les 4 plus grosses lunes de Jupiter découvertes par Galileo Galilei. Voilà, on va faire ça ensemble. Vous avez les règles qui sont bien affichées. Je vous rappelle les règles. Donc, vous avez 30 secondes pour répondre aux questions. Vous cliquez directement sur les questions qui vont s'afficher en bas de l'écran. Et pendant 30 secondes, donc, vous pouvez répondre. Si vous répondez au bout de 28 secondes, vous aurez 2 points. Si vous répondez au bout de 2 secondes, vous aurez 28 points. Donc, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Par contre, si la réponse est bonne, c'est positif. Si la réponse est mauvaise, c'est négatif. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre réponse, je vous conseille d'attendre le chrono qu'il aille un petit peu jusqu'au bout pour, au pire, perdre 2000 points, au mieux, en grappiller 2000 si vous avez de la chance. Et si vous connaissez bien la réponse, bah là, allez-y, lâchez-vous. Si vous voulez tester le jeu, tester les limites du jeu, vous pouvez essayer de répondre le plus mal possible, le plus rapidement possible. Il y en a qui ont essayé, c'est possible. Mais vous faites comme vous voulez. Voilà. Ce seront donc 10 questions. Et non plus 20 comme sur l'ancien format, puisque là, c'est un nouveau format, quoi. Là c'est juste news, interview, quiz, donc forcément il y a moins de questions. Mais c'est toujours aussi bien, ça permet toujours d'apprendre à briller en société comme des étoiles. Voilà. Allez, dernier appel pour le chat, si vous voulez jouer QuizKit, vous activez QuizKit surtout sur le côté de l'écran, le côté de la vidéo Twitch. Vous passez la souris sur le côté de l'écran, vous cliquez sur autoriser QuizKit sur Twitch et rendre visible. Et Elbouxer nous dit le record c'est moins 600 000 points, c'est vrai. Sur une édition de 40 questions. Allez, si tout le monde est prêt, on y va. Faites-moi un petit plop dans le chat si vous êtes prêts et prêtes. Allez-y, dites-moi un petit plop dans le chat si tout va bien, si vous avez bien tout comme il faut. Voilà. Assurez-vous que vous êtes bien connecté sur votre compte Twitch, sinon votre nom apparaîtra sous forme de contestante numéro quelque chose. Voilà. Plop. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, on y va. C'est parti. Première question. Quelle est la plus petite lune galiléenne? Est-ce que c'est Europe? Est-ce que c'est Ganymède? Est-ce que c'est Io? Ou est-ce que c'est Callisto? Ce sont donc les 4 plus grosses lunes de Jupiter, observées par Galilée. Jupiter en a 92, donc il y a de quoi faire. Les 4 plus grosses. Laquelle est la plus petite parmi les 4 plus grosses? Donc, Lucie, tu peux jouer. Tu peux donner tes hypothèses aussi. Eh ben, là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Et c'est la honte. Bah non, c'est juste que tu travailles sur des exoplanètes. C'est trop près pour toi, Jupiter. Voilà, c'est trop près, hein, c'est trop facile. Non, je blague. Callisto est de la taille d'un chat. Oui, tout à fait. Callisto, elle est où, Callisto? Je sais pas où elle est, Callisto. Moi, je sais pas où elle est. Il n'y a pas de mec qui dort là-haut, mais Callisto, je sais pas où elle est. Alors, oui, mais c'est pas une lune. Mais si, Callisto, c'est une petite lune, elle est trop mignonne. Elle est toute mignonne, Callisto. Vous avez sa photo en bas, normalement, dans les onglets, sous la vidéo, vous avez la photo de Padmé et la photo de Callisto. Voilà, toute petite minette. Et donc, pourquoi on n'a plus de musique? Ah, je vois Callisto. Pourquoi on n'a plus de musique? Attendez, il y a un problème de musique chez YouTube qui a planté. C'est possible, ça? Voilà, hop. Et donc effectivement, la plus petite lune parmi ces 4, c'était Europe. Je vois que ça c'est un petit peu décalé. Voilà, c'est Europe la plus petite. Ensuite c'est Io, ensuite c'est Callisto, ensuite c'est Ganymède. Et Ganymède est également la plus grande lune de tout le système solaire. Elle est quasiment aussi grande que Mars et elle est plus grande que Titan. Et attention, faux amis, Titan, ça a beau être un Titan, eh ben, c'est pas la plus grande. Effectivement.
Europe est une nymphe d'une très grande beauté, suivante d'Artémis, et donc fait le vœu de chasteté. Donc c'est très féminin, si on veut. Tout à fait. Et connaissez-vous le mythe de Callisto d'ailleurs? Callisto, c'était une autre nymphe qui était amoureuse de Zeus. Héra, la déesse Héra, n'était pas d'accord avec ça. Et donc a transformé Callisto en ours. Et donc, comme si c'était logique. Enfin, c'est les Grecs, hein. Les Grecs de l'Antiquité, c'était chelou. Transformer Callisto en ours, l'a envoyé dans le ciel en la faisant tourner comme une fronde par la queue, ce qui aurait fabriqué la grande ours dans le ciel avec sa longue queue, alors que les ours n'ont pas de queue. Et la petite ours, c'est Arcas, le fils de Callisto, qui a subi le même sort que sa mère. Voilà, c'est ça la... Oh. En général, quand il y a Zeus dans une histoire, elle est pas cool. Non, c'est pas bon. C'est pas terrible, non. Ouais. Ganymède est plus grande que Mercure. Oui, c'est ça, voilà. Plus grande que Mercure, mais un peu plus petite que Mars. Ipsélis, tout à fait. Ensuite, j'imagine qu'il faudrait actualiser ou qu'il y a un temps de latence. Oui, après, il faut réactualiser, bien sûr. Hein. Tout à fait. Je vois nu, ouais, sur mobile, c'est un peu plus compliqué. C'est toujours un peu plus compliqué sur mobile. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Désolé pour ça. Alors, les scores. Viens voir, qui est-ce qui a bien répondu? Image numérique, 29 000 points. Augustin, 29 000 points. Ipsélis, 24 000 points. On a nos notre trio de tête. Contestante 31 et 38 n'ont pas dû se loguer sur Twitch. Le temps que, si vous le faites maintenant, ça va normalement s'activer au bout d'une ou deux questions. Et sinon, bah, n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes dans le chat. Et Shikaruko, pour l'instant, campe sur le point d'équilibre de la force avec moins 33 points. On va voir si tu vas garder ce point d'équilibre. Parce que dans QuizKit, les points fondent comme un bonhomme de neige à la fin de l'hiver. C'est effectivement effrayant de voir ces points qui descendent comme ça. Courage à vous. On passe à la question suivante. Est-ce que tu veux lire les questions paires, Lucie? Je peux lire les questions paires. Eh bien, c'est à toi de lire la question suivante. C'est parti. Alors, je ne la vois pas encore. Elle va s'afficher. Quelle est la lune galiléenne la plus proche de Jupiter, entre Europe, Io, Ganymède et Callisto? Toujours les mêmes. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire Io? Est-ce que tu as un peu une idée à quoi ça ressemble? Ah non, je suis désolée, c'est pas du tout ma spécialité. Alors, Io a une allure de pizza, c'est une lune de roche, et elle est tiraillée par les forces de marée de Jupiter. Les autres aussi, mais elles sont faites de glace. Est-ce que je peux vous montrer une petite photo de Io? Est-ce que je peux vous montrer ça? Attendez. Ah, j'ai oublié de répondre. Ah, mais ça, tu vois, c'est le travail de stream, c'est difficile de tout faire à la fois. Attends, que je vous montre là. Donc, je vais te donner un gros indice, hein, forcément. Mais Io, on l'appelle la pizza parce que c'est une lune volcanique. La plus active du système solaire, d'ailleurs. Hop. Je vous montre ça. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, il a plus le... Attends. Non, moi je veux afficher Firefox. Puis-je afficher Firefox, s'il vous plaît? Firefox, voilà. Je vais réduire un peu la taille de ce truc. Voilà. Voilà Io à quoi ça ressemble. Donc la réponse c'était bien Io. C'est la plus proche de Jupiter. Et on dirait une crêpe. On dirait une crêpe. Moi je dirais plutôt une pizza. Avec les olives et le fromage. En fait, les olives, les petits points noirs, c'est les volcans. Et le jaune, c'est du soufre à la surface de Io. On y voit ce qu'on veut, tout à fait. C'est des pareidolie. C'est ça. Io étant la plus proche de Jupiter, celle qui est la plus sensible aux forces de marée de Jupiter, qui est la plus tiraillée à l'intérieur. Et donc, c'est une lune volcanique. Bon, c'est aussi qu'elle est faite de roches, alors que Ganymède, Europe et Callisto sont plutôt faites de glace. Donc, ça va plutôt être des océans qu'on va trouver là-bas. On parle d'un océan de lave sous la surface de Io aussi. Voilà.
Io, c'est bien la plus proche de Jupiter. Une pizza basse crème. Tout à fait. Ah, j'ai envie de pizza maintenant. C'est qui que j'ai envie de pizza? En plus, ça parle de chorizo dans le chat. C'est vrai que j'ai une assiette à manger, mais j'arrive pas à la manger en même temps que je fais le live, parce que quand je fais le live toute seule, je peux mâchonner, voilà. Mais quand j'ai une invitée, je peux pas. Augustin, une tranche de chorizo. Ah, j'ai envie de manger le chorizo. Ça manque de sauce tomate. Une pizza 4 fromages. Ouais, c'est une 4 fromages, ouais, peut-être. 4 fromages base béchamel, ouais, c'est ça. Disons que ça va sentir mauvais s'il y a une atmosphère. Ah, il y a une exosphère autour de Io. On peut pas vraiment appeler ça une atmosphère. Une exosphère, c'est quand il y a comment dire, du gaz transitoire à la surface, on va dire. Voilà. C'est que le machin n'est pas assez massif pour retenir l'atmosphère, mais suffisamment actif pour renouveler l'air, on va dire. Voilà. Tout simplement. Ref a un tweet d'Étienne Klein. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu as vu passer ce tweet d'Étienne Klein avec la lune Chorizo? Oui. C'était très drôle. Ouais. Moi, ça m'a bien fait rire. Il y a eu plein de reprises du même ensuite. Oui, et j'avais fait un thread en réaction pour expliquer que quel télescope il nous faudrait pour réussir à avoir une telle image d'une étoile, et ça nous donnait un télescope de plusieurs kilomètres de diamètre. Bref, c'était pas possible. Et donc Io a une distance de 421 800 km en moyenne de Jupiter, tandis que si je cherche Europe a une distance de 671 100 km de Jupiter en moyenne. Je dis en moyenne parce qu'en fait c'est des ellipses, hein, c'est pas des cercles, on appelle ça le demi-grand axe du coup. 1 070 400 km pour Ganymède, et enfin Callisto est à 1 882 700 km de Jupiter. La Lune, par comparaison, notre Lune à nous est à 384 000 km en moyenne de la Terre, entre 350 et quelques mille kilomètres et 405 000 et quelques kilomètres de la Terre. Voilà. Vous savez tout. Et pourquoi Io? Parce que c'est encore une amante de Zeus. Exactement. Voilà, dans la mythologie grecque, Io est la fille, tout au moins la descendante, d'après le catalogue des femmes nommant fille de Pyrène, du dieu fleuve Inachos et d'Argos, et de Mélia, ou Diasos et de Leucanée. Elle a une sœur Mycène, une fille Kérossa, et un fils Épaphos. C'est Paphos. Par lequel est l'ancêtre des Danaïdes, source Wikipédia. Merci beaucoup, Elbox des oreilles. Alors, ensuite, regardons un petit peu les scores. Donc, on a image numérique 28 819, Ipsélis 27 634 et Contessante 31 27 262. Bravo à vous. Est-ce que ça a changé le score général? 58 000 points pour image numérique, 54 000 pour Augustin et 51 000 pour Ipsélis. Bravo à vous. Shikaruko reste sur son moins 33 points. Tu peux quand même répondre à la question, même si tu veux camper sur le zéro, on sait pas. Hein, mais bon, allez. Image numérique, je crois, était déjà premier la semaine dernière. Oui, puisque la coupe étoilée appartient à Image numérique pour l'instant. On va voir si tu vas la garder. On va voir. Juste 2 petites secondes. Et on va passer à la question suivante. C'est parti. Alors. Oh, et une petite minette qui tousse. Oh, attendez, j'ai un petit problème de chat. Est-ce que tu peux lire la question, s'il te plaît, de Lucie, pendant que... Quelle est la lune galiléenne sur laquelle il est interdit aux humains de se poser dans l'Odyssée de l'espace? Ganymède, Io, Europe ou Callisto? Est-ce que tu as lu l'Odyssée de l'espace d'Arthur Clarke? Non. Tu l'as vu au cinéma ou à la télé, peut-être? Non, jamais. Ah, mais je ne suis pas très cultivée. Donc tu ne connais pas l'histoire des monolithes? Non. Ouais, ça va être une boule de poil, je pense. Au hasard. Donc un monolithe, un monolithe fait par une espèce extraterrestre inconnue a été découverte sur la Lune, et puis ensuite près de Jupiter, etc. Et il y a ce monolithe communique avec les humains, je ne vais pas trop spoiler si tu l'as pas vu, mais d'une certaine façon interdit la présence des humains sur l'une des lunes de Jupiter, parce qu'ils sont en train d'y faire quelque chose. Voilà. Et
Ça va, Padmé? Ça me fait un peu peur parce qu'elle tousse, la pauvre petite boule de poil. Ok, très bien. Par pure logique, je dirais Yo. Tu veux dire que les extraterrestres nous auraient dit n'allez pas sur Yo, c'est pas cool, vous risquez d'y crever? Non, c'est pas ça. C'est sur Europe qu'on n'a pas le droit d'aller, selon Arthur Clarke, dans l'Odyssée de l'espace. Pourquoi? Eh bien parce que Europe étant une lune glacée avec un océan de glace, eh ben les extraterrestres dans 2001 et 2010, l'Odyssée de l'espace, dans 2061, font péter Jupiter pour qu'il devienne une étoile, pour réchauffer la croûte de glace d'Europe et y faire développer de la vie dessus, comme ils auraient fait sur Terre, parce que c'est ça le plot du livre. Du coup j'ai spoilé, mais bon. Voilà. J'ai tout oublié de ce film, il va falloir que je le revoie. Mais oui, bien sûr. Moi aussi, c'est là que je le vois. Et c'était un film novateur pour tout un tas de choses, en termes de cinématographie, d'effets spéciaux, etc. Ça a lancé un peu les films spatiaux, en fait. Donc, je vous invite à voir quand même ce film. Même si le premier film est assez difficile à comprendre, il est extrêmement ésotérique. Le second est beaucoup plus terre-à-terre. Moi, j'ai préféré le second, personnellement, 2010. Et après, il y a 2061 en livre et 3001 aussi qui existe, que Arthur Clarke a continué ensuite après. Voilà. Et bravo aux 6 personnes qui sont cultivées et ont une bonne mémoire. Oui, bravo à vous. Terre à terre dans l'espace, c'est pas faux, c'est pas faux. Et donc c'est Image Numérique encore qui a bien répondu à la question. Ensuite contestante 31, Joannu 667. Et Chikaruko, tu vas peut-être perdre ta place. Du coup, qui va prendre ta place? C'est toi, c'est toujours toi qui est à la pointe bascule, ça va, ça ne change pas. En Image Numérique, 83 862 points, contestante 31, le mystérieux contestant 31 qui a 73 000 points, et Augustin qui a 40 000 points. Et c'est Gouzig qui ferme la marche avec moins 39 000 points. Courage à toi, Gouzig. Pas de mes mon petit chat, mon petit chaton, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon petit chat? Regardez comme elle est mignonne, cette petite minette. Oh oui. Voilà. C'était mon casque, ça. Cette question, elle a fait mal. Ah oui, ouais. Désolé. Désolé. Du coup, je vais lire la question suivante. On va inverser. Question suivante. Dans la mythologie grecque, que sont Io, Europe, Ganymède et Callisto? Est-ce que ce sont les serviteurs de Zeus? Est-ce que ce sont les amants et amantes de Zeus? Est-ce que ce sont les enfants de Zeus? Ou les frères et sœurs de Zeus? Vous avez vu quand même pas mal la réponse dans les questions d'avant. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous avez bien suivi ce qu'on a dit avec Lucie et avec Elle boucle aux oreilles dans le chat tout à l'heure? Ça, c'est la vitesse qui prime, oui, effectivement, je pense. Je pense que c'est la vitesse qui va primer. Alors, pendant que ça charge, je rappelle que les planètes du système solaire sont nommées d'après les dieux et les déesses romaines et romains, et les lunes par rapport aux Grecs. Europe, Ganymède et Callisto, c'est grec, et Jupiter, c'est le Zeus romain, en fait. Mercure, eh bien, c'est le Hermès romain. Mars, c'est le Arès romain, etc., etc. Phobos et Démos, c'est grec, c'est la peur et la terreur. Voilà comment c'est construit. Attention. Tadadadam. Eh ben oui, c'était les amants et amantes de Zeus, bien sûr. Alors, Europe, c'est une nymphe. Non, Callisto, c'est une nymphe. Europe, c'est qui déjà? Il y en a, c'est des maîtresses, il y en a, c'est des amants, il y en a, c'est des nymphes. On sait, bon, il y a plein de trucs différents. Alors, Io, c'est une des nombreuses maîtresses de Zeus dans la mythologie grecque. Ensuite, on a Europe qui est... le temps que j'arrive sur la bonne page. Europe, c'est une princesse de Tyr en Phénicie qui est aimée de Zeus. Il y a les aimées, les nymphes, les amantes. Voilà, c'est un petit peu... c'est différentes catégories de courtisanes. On a Ganymède qui est l'amant de Zeus, parce qu'à l'époque, les Riacs, il n'existait pas. Hein. Il y avait des homosexuels, des bisexuels sans aucun problème à l'époque. Voilà. Et c'est aussi les chansons des dieux. Je sais pas ce que c'est qu'un échanson. C'est quoi un échanson? Je sais pas ce que c'est. Et enfin, nous avons Callisto qui est donc une nymphe et qui a, dans la mythologie grecque, été envoyée dans le ciel, transformée en ours, hein, bien sûr.
Seule exception Uranus, qui n'est pas un dieu romain, mais une version latinisée du nom grec Uranos. Et oui. Donc c'est le dieu du vent, j'imagine, Uranos? Je sais plus. Uranos. Uranos. Ah non, personnage dans le ciel étoilé. Et du coup, est-ce qu'il y a un équivalent romain à Uranos? Ça aurait été quoi, du coup? Si ça avait été... Uranos, c'est le ciel. C'est Khonshu chez les Égyptiens. Ça, elle a pris ça avec Moon Knight, la série de Marvel. Caelus, peut-être. Caelus, peut-être, oui, tout à fait. Alors, ça donne quoi pour les scores? Alors, Adam Terrence, 27 900 points. DevTales, 26 000 points. Il y a de la Lune, 24 000 points. Et les scores totaux... Ah, c'est Augustin qui dépasse Image Numérique sur cette question. Attention, nous avons peut-être un challenger. Bravo. Bravo à toi. Shikaruko qui repasse dans les positifs. Alors, qui est-ce qui se retrouve à 0 du coup? Ça se joue entre Manuterium et Mandalore. Le point de bascule. Lucie, tu as 18 958 points. Tu es 12e pour l'instant. Vas-tu faire une remontada? On va voir. Attention. On va voir. On rappelle que Lucie est astrophysicienne instrumentaliste et qu'elle ne travaille pas sur la planétologie. Les domaines d'astrophysique sont très particuliers. Moi, de par mon métier, je suis obligé de connaître un peu tout, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et par contre, Lucie a des compétences beaucoup plus précises sur son domaine que moi, largement plus. C'est normal, du coup, qu'on n'ait pas les mêmes réponses au quiz. Rassurez-vous, tout va bien, c'est normal. Voilà. Si on faisait un quiz sur son domaine, je pense que je serais un peu paumé aussi. Il n'y a aucun souci. Parce que les dernières fois que j'ai fait de l'optique, ça remonte à très très longtemps, moi. Pour le coup. Non, mais ça me va très bien d'apprendre de nouvelles choses. À toi de jouer pour la question suivante, du coup. Est-ce que tu peux nous la lire, s'il te plaît? Quelle est la première sonde spatiale à avoir survolé les lunes galiléennes? Cassini, Galileo, Pioneer 10 et Voyager 2. Tu peux dire Voyager 2, ça va aussi. Hein. Alors, la première qui est passée par là pour voir les lunes galiléennes. Donc, a vu Jupiter en gros, et qui est passée dans le système de Jupiter, et qui a fait des photos, qui a fait un survol de ces lunes. J'ai pas dit qu'il s'est mis en orbite, hein, parce que qui s'est mis en orbite, pour l'instant, il n'y en a aucune qui s'est mise en orbite autour des lunes galiléennes. Ce sera le cas de JUICE qui va se mettre en orbite de Ganymède en 2034 ou 2035, mais là, il s'agit juste d'un survol. Le premier survol qui a été fait, qui était-ce? Et on a Mandragore qui nous dit, si je peux me permettre, attention, c'est la minute casse-péton de la SHS. Non, la SHS ne casse pas les pieds, ça ne casse les pieds que des réacs. Les orientations sexuelles en Antiquité ne reposent pas sur de la tolérance des personnes non hétéros, mais sur des visions différentes. Et l'homosexualité n'est tolérée que dans certains cas, pas de manière générale. Ah, d'accord. Ok. Bon, en même temps, c'était une société qui avait des esclaves et pour qui la démocratie, c'était pas pour tout le monde. Donc ça m'étonne pas des masses en même temps. Ça ne m'étonne pas des masses. Oh bah je continue de pas aimer Zeus. Voilà. D'accord. N'hésite pas, hein, si t'as des SHS à nous donner, des tips SHS à nous donner, Mandragore, moi je suis preneuse. Hein, N'hésite absolument pas. On est là pour ça, on est là pour apprendre des trucs dans toutes les sciences. Moi je fais pas de distinction entre les sciences dures et les sciences molles, je trouve ça absolument absurde en fait. Il y a des sciences et il y a différents domaines d'études et différentes méthodes qui sont utilisées et voilà, point barre. C'est tout. D'ailleurs, le terme science molle est moins utilisé maintenant. Enfin, je sais pas, mais autour de moi, on dit plutôt sciences physiques ou sciences naturelles et l'autre côté, je préfère effectivement dire sciences naturelles et sciences humaines. C'est déjà beaucoup plus respectueux et beaucoup plus proche de la réalité, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Et donc c'est Pioneer 10, la première sonde qui s'est rendue auprès de Jupiter. Après il y a eu Pioneer 11, puis Voyager 1, puis Voyager 2, puis Galileo. Il y a eu Cassini ensuite, il y a eu New Horizons ensuite, et enfin Juno. Voilà les sondes qui sont allées voir Jupiter. Je crois pas que j'en oublie. Pioneer 10 et Voyager 2, c'est dans les années 70. Et ensuite Galileo les années 90, Cassini les années 2000. Juno les années 2020 grosso modo, et ensuite il va y avoir JUICE. Alors Pioneer 10, 11, Voyager 1 et 2, c'était des sondes qui ont voyagé dans tout le système solaire pour voir les planètes géantes externes, hein, donc c'était une étape seulement, de même que Cassini qui est ensuite allé à Saturne et qui a déposé le petit Huygens sur Titan, si vous vous souvenez.
New Horizons est allé voir Pluton, donc elle n'a fait que passer par Jupiter. Alors c'est pour faire des assistances gravitationnelles. Ça permet d'avoir un petit coup de boost grâce à l'accélération gravitationnelle de Jupiter. Alors ça nous fait des vies de trajectoire, mais ça nous donne une petite accélération supplémentaire. Ça permet d'économiser du carburant et des années de voyage. Et Juno et Galileo sont allés explicitement vers Jupiter pour se mettre en orbite. Donc là c'est un petit peu différent. Et JUICE va en plus finir par se mettre en orbite autour d'une des lunes de Jupiter. Alors c'est un peu tricky parce que il faut d'abord se mettre en orbite autour de Jupiter, ensuite en orbite autour d'une lune de Jupiter. Donc en termes de carburant, d'allumage de réacteurs, il faut avoir des bons timings pour ne pas se cracher dans l'un ou dans l'autre. Voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées à faire, mais qu'on sait faire aujourd'hui. Ça va être magnifique. Ça va être super, effectivement. Lucie Le Bouleux est celle qui a le mieux répondu à la question. Bravo. Bravo à toi. Je me rattrape un peu. Mais oui, mais carrément. Ensuite, Image Numérique et Manuterium. Bravo à vous. Et Gouzig, moins 20 000. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Gouzig, là? Est-ce que tu es en train de tester les limites du jeu? Parce que d'habitude, t'as des meilleures notes que ça, non? Alors, c'est peut-être un domaine que t'aimes pas trop. Mais en tout cas, j'espère que tu apprends des trucs, c'est ça qui compte. Mandragore nous dit: je suis vraiment pas spécialiste d'antiquité grecque ou romaine, malheureusement, mais ce qui est plus connu pour les pratiques homosexuelles tolérées, c'était de transmettre la virilité par rapport entre un homme adulte et un jeune homme. Mais mais c'est dégueu. Enfin, c'est. Ok, oh, d'accord, ok. J'aime pas de Zeus, moi non plus. Oh là là. Ah oui. D'accord, je vois. Ok. Moi, quand je fais des séances de planétarium et que j'explique 2-3 légendes sur le ciel, ça, je prends qui sont pas trop chelous, et je leur dis si ça vous paraît bizarre, c'est normal, c'était il y a 2000 ans, c'était la culture il y a 2000 ans. Si on faisait des constellations Pikachu ou Dark Vador aujourd'hui, imaginez qu'il y a 2000 ans, les gens comprendraient pas grand chose non plus. C'est comme ça que je m'en sors, mais ouais. C'est pas ouf. Après, il y a différentes civilisations qui ont fait des légendes avec le ciel étoilé qui sont peut-être un peu mieux. Je les connais pas trop, mais il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Indiens d'Amérique, etc. Les Amérindiens, qui ont fait différentes constellations avec différentes légendes sur le ciel. Si jamais vous en connaissez, qui sont très jolies et qui sont pas misogynes, pas pédophiles, pas... voilà, vous me dites. Ça m'intéresse. Voilà. Ça m'intéresse aussi, donc je viendrai regarder. Image Numérique est repassée en tête devant Augustin. Le match fait rage. Contestante 31 n'est pas en reste avec Adam Terrence qui se battent pour la 3e place. Lucie Les Bouleux a fait une remontada spectaculaire à la 5e place. Bravo à toi. En une question, c'est vrai. Shikaruko a également fait continue sa remontée. Il y a de l'allume. Et au point de bascule entre les positifs et les négatifs. Et Gouzig ferme toujours la marche pour l'instant. Ça peut encore changer. C'est parti pour la question suivante. On y va. Mais Gouzig dit qu'il n'a pas de mémoire. Qu'il ou elle n'a pas de mémoire. C'est pas grave, t'inquiète pas. Du moment que t'apprends des trucs, c'est ça qui compte. Laquelle des lunes galiléennes possède un champ magnétique? Et d'ailleurs la seule lune du système solaire qui en possède. Est-ce que c'est Io? Est-ce que c'est Ganymède? Est-ce que c'est Europe? Est-ce que c'est Callisto? Alors, petit tips, pour avoir un champ magnétique, il faut avoir un noyau métallique liquide. Et donc il faut être assez massif pour être différencié. C'est-à-dire que les métaux vont aller vers le centre et vont fusionner. Et les roches un peu plus, qui sont un peu plus légères mais qui restent visqueuses à cause de la température, la pression, à cause de la gravité, vont être dans le manteau. Et la croûte solide. Voilà. Si c'est pas assez massif, ça va être pas aussi bien différencié. Et donc pas de champ magnétique. Du coup vous avez un gros indice. Alors, les aurores boréales en Finlande sont connues comme étant créées par les renards qui soulèvent de la lumière dans les buissons de la taïga. Oh, c'est tout mignon ça, Mandragore. Si jamais tu as un lien avec un résumé de ce mythe-là, n'hésite pas à le mettre dans le chat, ça m'intéresse, et puis je m'en resservirai pour mes animations. C'est super cool. Merci beaucoup pour ce tips. D'accord. Là où je travaille, on fait passer la légende du renard qui a créé les constellations dans le ciel et qui s'est pas appliqué, qu'on a mis partout parce qu'il était impatient et du coup les constellations ne ressemblent à rien. C'était tout mignon ça. Mon petit chat.
Voilà. Alors, qui est-ce qui a bien répondu à la question? C'était donc Ganymède. Ganymède qui est la lune la plus massive du système solaire, et donc c'est la seule qui est vraiment suffisamment différenciée pour avoir un cœur de métal liquide, et avec la rotation de l'ensemble, ça fait un effet dynamo et un champ magnétique, comme pour la Terre. Et donc Ganymède est la seule à l'avoir. Un moyen mnémotechnique, GN de Ganymède et pour champ magnétique. Ah mais oui, complètement. Complètement, ma chérie Fidafid. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on hésite à appeler notre troisième chat Ganymède. Si Ganymède ou Yo. S'il est orange, on l'appellera Yo. Voilà. Pardon. Alors, ça donne quoi? Image numérique reste en tête, contestante 31, Gouzig pour les 3 meilleurs de cette petite manche-là. Image numérique est en tête. Augustin a dégringolé à la 4e place, derrière Joannus 667, contestant 31 2e. Lucie Le Bouleux est à la 6e place. Bravo à toi. C'est Mandragore Silencieuse qui passe au point de bascule à la place de Yad Lalum, et c'est Mandalore qui est à la traîne, et Gouzig a fait une remontada pour cette question. Bravo à toutes et tous. Et rassurez-vous, même si vous avez des scores négatifs, eh bien, si vous avez un score négatif, c'est que vous avez appris quelque chose que vous ne connaissiez pas. Si vous avez un score positif, c'est soit que vous le saviez, soit que vous avez eu de la chance. Voilà. Au choix. Merci pour le follow Nightcall. Merci beaucoup. Si jamais il y a des follow que j'ai ratés ou des abonnements que j'ai ratés, n'hésitez pas à venir vous offusquer dans le chat afin que je vous remercie chaleureusement. Voilà. D'ailleurs, au passage, je vais vous rajouter quelques petites étoiles, puisque vous savez que si vous ramassez des étoiles, eh bien vous allez pouvoir changer votre couleur de petit chat avec Stream Avatar. Stream Avatars, voilà. Hop. Allez, question suivante, c'est à toi Lucie si tu veux bien nous la lire. C'est parti, on y va. Je l'attends, elle arrive. En quelle année Galilée a-t-il découvert les lunes galiléennes? 1615, 1610, 1602 et 1623. Il a fait tout un tas d'observations très importantes, les phases de Vénus, les taches solaires. D'ailleurs, il s'est un peu cramé les yeux au passage, je pense, parce que même si c'était une toute petite lunette, ça concentre quand même les rayons. Et les satellites de Jupiter, entre autres choses. Tout ça en quelques mois, en fait. Je sais pas s'il avait un filtre, justement. C'est la question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'il s'est cramé les yeux en regardant les taches solaires? Je sais pas. Si quelqu'un sait dans le chat, ça m'intéresse. Je suis pas hyper calé en histoire de l'astronomie non plus. Ouais, c'est une très bonne question. Ça me rend très curieuse aussi. Alors, s'il a fait ça par projection, ça passe. La projection sur un écran, il a pu s'en sortir. Oui, ça, tout à fait. Ça, il a pu le faire, oui. Je sais pas de lien vers un site, mais je dois avoir ça dans mes vidéos de thèse. Ah bah carrément. Bah, écoute, n'hésite pas à mettre ça dans le Discord, tiens. Voilà, le Discord de la chaîne. Voilà, il y a un salon astronomie. N'hésite pas à mettre ça dedans si jamais tu as des infos. Merci beaucoup. Et donc c'est en janvier 1610 qu'il a observé Jupiter avec sa lunette astronomique. Et ces lunettes de Galilée, c'est pas tout à fait la même formule que les lunettes qui ont suivi, même formule optique. Et bravo donc aux 7 personnes qui ont bien voté. Et donc Galilée a découvert ces lunes qui tournent autour de quelque chose qui n'est pas la Terre, ce qui mettait à mal le système géocentrique. Et c'est une des choses qui lui a valu des problèmes par la suite. Il n'y avait pas le système de la chambre noire pour étudier le soleil. Ah si, peut-être, je sais pas. Tu veux le sténopé, le petit trou avec le petit trou qui projette la lumière dans une boîte noire. Je sais pas du tout manutairement quand est-ce que ça a été inventé ce truc-là. Ça je sais pas. Comment on peut savoir ça? Il y a des gens qui le savent, une Nightcall. Moi je savais que c'était dans les années 1600 et quelques. Après j'ai dû revérifier pour savoir que c'était en janvier 1610. C'est des choses, quand on fait de la médiation, on a quelques infos comme ça en dur dans la tête, et d'autres c'est à la louche et on va revérifier régulièrement. D'ailleurs, il faut le faire parce que pour les satellites de Jupiter, on a trouvé 12 satellites supplémentaires, et il y en a 92 désormais, donc il faut revérifier en permanence. C'est important. Allez, les scores. Image numérique 28 837
points. Ensuite, Augustin, 27 547 points. Contestante 31, 26 000 points. Et Lucie Le Bouleux, tu as plutôt bien répondu à la question, bravo. Est-ce que tu connaissais la réponse? Oui. Celle-ci, ça fait partie des quelques infos que je ressors en présentation grand public. Eh bien, écoute, bravo à toi. Est-ce que tu as déjà observé Jupiter au télescope? Oui, et pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs. Wow. Est-ce que ça t'a fait quel effet de voir Jupiter pour la première fois dans un télescope? Alors la toute première fois, je pense que j'étais petite et j'ai peut-être été déçue parce que j'imaginais qu'on pouvait vraiment bien résoudre et tout. Ah ouais. Et comme tous les enfants s'imaginent qu'on va bien résoudre ce qu'on voit, mais sinon non, c'est magnifique de voir Jupiter et de voir les lunes, c'est incroyable. C'est super. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de provoquer un deuxième effet qui se coule. Il y a le premier effet, ils voient le truc dans le télescope. Ils disent, ouais, bah, il y a un truc dans le télescope, quoi. S'ils sont pas s'ils s'attendent pas à avoir une planète, ouais, voilà. Et après, je leur dis, ouais, mais ce que tu vois là, c'est à 600 millions de kilomètres. Et là, tout d'un coup, ça a fait, ah ouais, je suis vraiment en train de voir une autre planète, là. Et là, tout d'un coup, ça... Après, il y a ceux qui sont un petit peu... Ils s'attendent un petit peu à ce qu'ils vont voir. Ils disent, ah putain, c'est zone Saturne et tout ça, machin. Il y a un petit peu, ouais, les... Mais en général, il y a quand même un effet waouh, j'ai remarqué, pour beaucoup de gens. Oui. Est-ce que vous avez vu déjà les anneaux de Saturne et les satellites de Jupiter au télescope dans le chat? Dites-moi. Le père Scheiner s'en est servi dans les années 1610 pour découvrir les taches solaires. Ah bah voilà, bah donc du coup, le sténopée existait déjà à cette époque-là. Ah bah je cherchais l'info aussi. Voilà, bah merci beaucoup Ménutherium, merci beaucoup. Oui, c'était incroyable. Moi, vraiment, quand j'étais au collège, j'étais pas mal harcelé par les autres. Et forcément, quand t'es autiste et trans et que t'es homosexuel et t'es lesbienne et que tu comprends rien de ce qui t'arrive et que ça se voit et que toi tu comprends rien avec les autres et ils te foutent de ta gueule tout le temps, et ben t'as besoin de refuge. Et moi je m'étais réfugié dans l'observation des étoiles. Et avec mon père on a fabriqué un télescope avec des rebuts de labo en fait, et j'avais observé Jupiter avec. Et j'observais Jupiter toutes les nuits à cette époque-là, c'était mon refuge. Et oui, et c'est comme ça que j'ai commencé l'astronomie. Bon, j'ai regardé les étoiles avec mes parents quand j'étais petite, mais là c'était vraiment le moment où j'ai commencé. T'as commencé comment toi, t'intéresser à l'astronomie, Lucie? Moi, un peu par hasard, mes parents voulaient se débarrasser de moi pour les vacances quand j'étais enfant. Parce qu'ils travaillaient. La Planète Science, c'est ça? C'était pas Planète Science, mais c'était un autre truc que j'avais peur. C'était soit aller faire du cheval pendant une semaine, soit c'était astronomie. Et puis j'avais peur des chevaux, donc c'était l'astronomie. Et voilà. Et j'étais la seule fille et la plus jeune de loin. C'était pas très sympa en fait comme semaine. Voilà. Ouais, moi aussi j'ai connu des colos astro, il y avait que 3 filles. C'était particulier. Voilà. Là, il y avait une dizaine de garçons, tous plus âgés que moi, et je me sens que j'avais pas forcément très bien vécu la semaine. Ah, je vois. Je vois. T'en as refait d'autres après? Non, je ne l'ai jamais refait. Et ça t'a quand même donné envie? Non, alors en fait, non. Ça arrivait vraiment dans les études supérieures. J'ai fait des études d'optique, et dès le premier stage, on m'avait proposé de partir en observatoire. C'est l'expérience d'ermite qui m'avait attirée. Le côté être perdu dans la montagne, toute seule ou avec très peu de monde, vivre dans la nature, travailler de nuit. C'est plutôt cette expérience qui m'avait attirée, et après l'astronomie est revenue via cette expérience. Est-ce que du coup tu as pu continuer à observer dans des observatoires malgré le fait que tu travailles surtout sur des instruments en labo? Est-ce que ça t'arrive quand même d'aller faire des nuits d'observation avec des collègues? Aujourd'hui, non, quoique si mon prototype il est installé à Hawaï, j'irai le tester. Mais sinon, j'avais fait plusieurs... tous mes stages, j'étais en observatoire. Donc j'ai passé au total, je dirais... au total, j'ai dû passer 3 mois sur un télescope, vraiment. Est-ce que tu as réussi à te recaler sur un rythme civil normal? Oui, très facilement. Parce que moi, depuis que je suis ado, impossible, je suis du soir. J'ai un chronotype du soir, je pense que ça c'est à peu près clair, mais
La thèse, plus les colos astro, en tant que participant, puis animatrice, puis les observateurs de ça, vraiment, je pense que... Moi, je vis à l'heure de... C'est quoi, c'est... Ah, c'est pas l'heure de New York? Si? Je sais plus, enfin bref, je sais pas. Non, moi, je me calais assez bien. Aujourd'hui, non, ce serait plus difficile, mais je me calais assez facilement sur horaire de nuit, horaire de jour, etc. Et gros respect au personnel médical qui fait ça tout le temps aussi. Ouais, tu m'étonnes. Et tout ce qui est gardien de nuit et tout, ouais. Ouais. Ah ouais, oh là là. Je suis très, très impressionnée. Aujourd'hui, je suis pas certaine que je pourrais le faire. Ouais, moi, les nuits blanches, j'y arrive plus aujourd'hui. Quand j'étais ado, je faisais des nuits réseau avec plusieurs ordinateurs dans un garage. Et on faisait ça de midi à midi, quoi, grosso modo. Maintenant, je ne serais plus capable. Dès qu'on est différent de la norme, c'est harcèlement assuré. Pas certain que ça change un jour, on dit Goosey. Alors, j'ose espérer. J'ai l'impression que les nouvelles générations sont un peu plus ouvertes en termes. Pour tout ce qui est LGBT, en tout cas. LGBTQ même. Mais bon, ça doit dépendre des endroits et il y a encore du travail à faire. Mandagor nous dit Goosey que j'espère qu'à force d'y travailler, peut-être pas demain ou dans 10 ans, mais j'espère que ça change. Moi aussi, j'espère que ça change, Mandragore. Et j'ai même l'impression que plus on change dans le positif, plus en face les réacs se crispent en fait. C'est ça qui me fait un peu peur en fait, c'est qu'en face, ils en viennent à des extrémités assez horribles. Enfin bref, je vais pas en parler maintenant, mais vous savez. Image numérique 122 000 points, bravo à toi. Contestante 31, 104 000 points. Augustin 62 000 points. Adam Terrence 43 000 points. Lucie Le Bouleux 43 000 points. Martial 6ème place avec 38 000 points. Alors il y a vraiment un duo de tête et ensuite il y a un petit groupe peloton entre 30 000 et 60 000 points. C'est Mandragore qui est sur le point de bascule positif-négatif et Mandalore qui est à la traîne, mais j'espère que tu apprends beaucoup de choses. Est-ce que Mandalore c'est lié au Mandalorien? Est-ce que c'est ça ou pas ton pseudo? Ah, si c'est le cas, c'est un très bon choix. Voilà. J'aime beaucoup la série Le Mandalorien et j'ai hâte que la 3e saison sorte. Voilà. Est-ce que tu as Grogu? Regarde, parce que moi j'ai Grogu en 2 exemplaires. Tu vois, moi j'ai Grogu en tout petit, voilà. J'ai le Mandalorien aussi d'ailleurs. J'ai le Mandalorien. C'est la série des Brickheads de Lego. Et j'ai aussi Ashoka. Regarde, hop, Ashoka. Et puis bien sûr, bah après j'ai, je sais pas si vous le voyez au-dessus de ma tête là-bas, mais attends. Là-bas, ici, il y a Grogu. Un Grogu en plus grand, voilà. Voilà. La mandragore, c'est une plante. Ah, mais ça, oui, ça c'est autre chose. Mandragore, ça c'est. Non, mais j'ai pas dit mandragore, je dis mandalore, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je sais plus à qui c'est de lire la question, c'est à toi ou c'est à moi, j'ai oublié. Je pense que c'est à toi. Ok. Mandalore me dit j'ai une Funko Pop avec le Mandalorian et Grogu. Ah, j'arrive pas à comprendre les pop. Parce que tu le construis pas et tout, il y a une trop grosse tête, mais bon, je comprends que les gens aiment ça. Et puis, je sais pas, c'est gros en fait. Si on fait une collection, il faudrait beaucoup de place pour mettre tous les pop. Est-ce que t'as. Il y a des gens qui font des collections de Funko Pop? Parce qu'il faut une grosse. Enfin, il faut de la place quand même pour les collectionner ces trucs-là. C'est quoi? C'est des figurines avec une grosse tête en fait de personnages de la pop culture. Mais. Je vais regarder. Mais ouais, mais ça doit prendre beaucoup de place en fait. C'est inutile donc indispensable. Exactement. D'ailleurs, en parlant d'inutile, j'avais des réductions Lego. Et ben j'ai acheté ça. Regardez, on va pouvoir se faire ça en live. C'est une mangeur à oiseaux, des tout petits oiseaux. On va faire des petits oiseaux rigolants en live. Voilà. Donc on va faire ça, un de ces 4. Et ah oui, autre chose que je voulais faire, on avait un Lego à la maison de la licence de merde. Avec les baguettes magiques là, je l'ai démonté et j'aimerais en faire un truc meilleur pour la santé. Donc je ferai un live aussi où on fera un Lego à base de recyclage, si ça vous dit. Voilà. Tu crois que ta cousine collectionne les Funko Pop? Ah bah voilà, Lucie, bah écoute. Oui, il y en a plein dans sa chambre. Elle arrive à les caser parce que c'est gros en fait. Il y en a beaucoup en plus donc. Car moi je dis ça, moi je collectionne les Brickheads, j'ai aussi le Coyote et le Roadrunner, voilà. J'ai les mignons.
Mais ça se construit. Ouais, c'est vrai. Donc il y a une démarche. Il y a une démarche intellectuelle. Non, faut pas être trop pompeux non plus. Les pop, c'est cool, mais c'est vrai que c'est vrai que ça prend de la place. Faut que je change mon pseudo d'ailleurs, parce que j'ai tous envie d'être associé à JK ou Libre. Ouais. Ah, c'est pas mal comme pseudo, ça. C'est pas mal. Bah, je sais pas, Mandragore silencieuse, on pourrait trouver une plante d'un autre univers qui serait cool. Qu'est-ce qu'il y aurait? Bah, Groot. Groot silencieuse. Qu'est-ce que t'en penses? Groot silencieuse, regarde. Tu vois? Oui, je suis fan de Marvel et de Lego, donc forcément... Ça... Et pour le coup, je sais que Marvel, c'est une entreprise capitaliste, etc., qu'on vit dans le capitalisme, et que de toute façon, rien n'est parfaitement nickel. Mais quand même, Marvel, je pense que c'est le truc de pop culture le plus inclusif et mainstream que je connaisse. Il y a des personnes de toutes les couleurs, il y a des personnes avec des handicaps, il y a des personnes trans, des personnes homosexuelles, et tout est... Je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts là-dessus, et c'est quand même pas mal, je trouve. C'est pour moi la licence dans laquelle je me sens le plus en sécurité, Marvel. Même si... après, on peut trouver à redire peut-être sur les conditions de travail des gens là-bas, j'en sais rien, comme dans toutes les entreprises des grosses boîtes, mais au moins, c'est pas un truc qui finance directement les thérapies de conversion et toutes ces conneries-là. Voilà. C'est une grosse différence quand même. Voilà. Oui, mais après, c'est vrai que les mandragores, c'est pas uniquement Harry Potter. C'est vrai qu'elle a tout piqué à plein de trucs. Voilà, c'est ça. Notamment les grosses araignées pointues qui vont attaquer un héros court sur pattes. Ça a déjà vu ailleurs. Hein. Des stealths, oui, évidemment, mais c'est surtout à l'autre ramassis de non-sens qu'on pense avec les mandragores. C'est vrai. Oui, il y a une vraie mythologie autour des mandragores et de l'utilisation et de la naissance de ces plantes. Donc, tu pourrais t'appeler mandragore inclusive. Ah ouais, ça, tu vois, ça pourrait être cool. Et en plus, ça fait contre-pouvoir. Ouais, c'est clair. Steven Universe, il paraît que c'est bien aussi. On a la boucle des oreilles qui est fan de Steven Universe. Ah, bah apparemment, je pense qu'on a... Bah, n'hésite pas à venir parler de vos passions Steven Universe sur le Discord, voilà, c'est important, voilà. Mais vraiment, Marvel, pour moi, c'est le truc mainstream le plus inclusif que je connaisse, et même s'il peut y avoir des acteurs problématiques, peut-être des réalisateurs problématiques, j'en sais rien, dans le lot, je trouve que quand même, quand on prend la globalité, il y a quand même... c'est quand même vachement bien. Ne serait-ce que Black Panther, un film où il y a quasiment que des acteurs et actrices de couleur noire dedans, je me dis, mais ça, il y a quelques années, ça aurait pas été possible, quoi. Donc, c'est vachement bien, quoi, je trouve. Et avec des personnages qui sont intéressants. Les personnages féminins, c'est rare qu'on voit ça, mais il y a une ingénieure, enfin, une chercheuse d'ailleurs, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans le nouveau Black Panther. Ouais, il y a des soldates. Alors, si ça t'intéresse, je te conseille la série Agents of S.H.I.E.L.D. C'est ma série préférée. Cette saison, c'est la plus grosse série Marvel. Toutes les femmes ont des rôles extrêmement bien travaillés, et c'est les rôles les plus importants, en fait. Et il y a le super-héros le plus puissant de Marvel, qui est Quake, hein, voilà, qui est une femme qui a le pouvoir de faire vibrer, faire rentrer en résonance tout ce qu'elle trouve. Et elle est aussi appelée la destructrice des mondes, parce qu'elle peut carrément faire péter les planètes si besoin. Tu vois, je note. Elle est badass, et c'est pas la seule. Donc vraiment, si vous voulez... en fait, Agents of S.H.I.E.L.D., là, je fais une petite digression, mais c'est une série d'espionnage, et du coup, c'est une flavor, un parfum de Marvel qui est un peu différent de ce qu'on voit au cinéma. Je trouve ça vachement cool. Voilà. Next question. Ok. À toi de lire la question, je crois, ou à moi, je sais plus, comme tu veux. Vas-y, je te laisse. Quel était le problème technique majeur subi par la sonde Galileo en 1991? Son antenne ne s'est pas déployée entièrement. Alors là, c'est caché en fait, j'ai un truc qui est caché. Ah mince. Une météorite. Alors, il y a soit une erreur de propulsion a rallongé son trajet de 5 ans, soit son antenne s'est pas déployée entièrement, soit une micrométéorite a détruit un de ses instruments, ou soit ses caméras ont été gravement endommagées par le vent solaire. C'est arrivé du coup à Galileo avant qu'elle arrive en 95 à Jupiter. Quand on l'a rallumée, après son hibernation, pour tester les systèmes, il y a un truc qui s'est produit. Et c'est l'un de ces 4 trucs.
Attends, Terror se dit non, c'est pas vrai, c'est Captain Marvel. Oui, bon, ça se discute, d'accord. Mais elles sont badass toutes les deux. D'ailleurs, ça serait bien qu'elles fassent un team-up dans The Marvels, on verra bien. On sait, on sait que Quake va revenir, parce que là, apparemment, avec le battage des fans, Kevin Feige a fini par faire quelque chose. Il y a des rumeurs, mais on sait pas encore dans quel truc elle va revenir. Voilà. Je valide Agent of Shield, oui, bien sûr. Et l'autre, c'est The Expanse. Ah, ça, c'est pas Marvel, mais il faut voir cette série-là, parce que The Expanse, c'est la série qui respecte le plus la physique. Ah oui, j'ai un ami qui est très fan de The Expanse. Et donc, oui, la sonde Galileo, donc son antenne ne s'est pas déployée correctement. Ce qui fait que on a pu avoir moins de données que prévu avec une vitesse de débit, enfin avec un débit moins grand que prévu, mais Galileo a quand même surpassé ses objectifs. Mais voilà, c'est les aléas, voilà, ça m'a fait penser à ça quand tu m'as parlé de Lucie tout à l'heure du déploiement du JWST, oui. Les miroirs qui devaient se déployer, et pas que les miroirs, aussi les panneaux les pare-soleil là. Ben là c'est pareil, voilà, l'antenne, c'était une antenne parapluie, elle s'est déployée comme ça, au lieu de se déployer comme ça, et donc ben, on a eu moins de données forcément. Bah, sur le web aussi, il devait y avoir, enfin, la toute première étape, ça a été le déploiement de l'antenne. Il n'y a pas eu un souci d'ailleurs, je crois. À un moment donné, pour l'antenne, il y a eu un souci pour l'un ou l'autre, pour l'antenne ou les miroirs, je sais plus, ils ont dû recommencer, je sais plus ce qui s'était passé. Il y a eu un souci pour le pare-soleil. Ah oui, c'est ça. C'est que c'était censé, en se déployant, c'était censé enclencher des sortes de petits vérins pour savoir que c'était fait. Mmh. Et en fait, là, le capteur qui était censé dire c'est bon, ça s'est fait, bah, il s'est pas enclenché. Et du coup, on savait pas si c'était bien déployé ou pas. Et finalement, comme tout le reste s'était bien enclenché, ils sont partis du principe que c'était bon. Et il n'y a pas de garagiste là-bas. Voilà. C'est Manutarium et Gouzi qui répondent le mieux à la question. Et Image Numérique est toujours en tête avec Contestant 31. Est-ce que Contestant 31 va y arriver? C'est qui d'ailleurs Contestant 31? Est-ce que tu peux te manifester dans le chat pour qu'on puisse te féliciter? Lucie est repassée 4ème, derrière Augustin. On a qui? On a Mandragore qui est au point de bascule. Et Mandalore qui se bat contre le chrono, contre le quiz, et qui apprend sûrement plein de trucs. Jean67, Gouzig, Nightcall, Black7 ACA, Lily the Kick, Menedil, Yad Lalume. Vous avez des scores négatifs, mais j'espère que vous apprenez plein de choses quand même. J'espère que vous vous amusez malgré tout. On est là pour apprendre. Après, si on a qui veulent faire la compète, ils peuvent, hein, mais on est surtout là pour apprendre et pour la curiosité. Voilà. Il y a une question de Mandragore, oui. Silencieuse. C'est quoi un pare-soleil dans ce cadre-là? Oui, voilà. Du coup, je t'en prie, la réponse. Un pare-soleil, c'est en fait le web, il regarde dans l'infrarouge. Et le problème, c'est que le soleil et la Terre émettent déjà dans l'infrarouge et la Lune. Et le web, du coup, on l'a équipé d'un grand bouclier qui l'empêche de voir le soleil et la Terre et protège les instruments de toutes ces émissions infrarouges. Donc, ce qu'on appelle un pare-soleil ou un bouclier thermique. Voilà. C'est pour le protéger. Pour pas qu'il se voit lui-même aussi. Voilà. Voilà. C'est une sorte de parapluie, de parasol. C'est plutôt un parasol, en fait. Voilà. C'est un parasol en direction. Vous voyez, c'est la partie argentée. En dessous, les 5 couches. Ça lui sert pour refroidir aussi. Oui, ça sert à le refroidir parce que le problème, ça va être la température. Enfin, les émissions infrarouges sont liées à la température et les instruments qui regardent dans l'infrarouge ont besoin d'être refroidis à moins de 233 degrés et un autre à moins de 266 degrés. Et d'une couche à l'autre, ça perd je sais plus combien de degrés. Ça veut dire que tu as moins 270 degrés du côté du télescope et plus 200 et quelques degrés du côté des panneaux solaires face au soleil, quoi. Si oui, plus 80 à peu près. Plus 80 à peu près du côté du soleil et moins... 80, d'accord. Bah, ça fait quand même une grosse... Ouais. Ça fait quand même une grosse marge, quoi. Donc effectivement, il faut... Mais remarquez, c'est ce qui se passe aussi déjà dans les combinaisons d'astronautes. Il y a un gros décalage aussi parce qu'il faut se protéger entre l'intérieur et l'extérieur de la combinaison. Il y a un sacré gap, hein, mine de rien.
Ok. Ben, merci du coup pour ces infos. Et d'ailleurs, il y a sur Lego IDs, il y a un Lego JWST qui a obtenu 10 000 votes. Et bah, du coup, on va voir s'il va être sélectionné par Lego pour qu'il apparaisse sur les étalages. On va voir. Oui, j'ai voté pour lui. Oui, Mandragore, il se refroidit pour éviter de se voir, tout à fait, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bah, en fait, imagine, Mandragore, que ton corps émette une lumière verte. Ce qui est le centre de ce que peut voir, c'est le point le plus sensible de l'œil, le milieu du spectre visible. Et ben, tu t'éblouirais en permanence, en fait. Tu te verrais toi-même. Tu verrais ta lumière se réfléchir sur les murs de ta maison, sur tes mains, enfin bref. Genre, t'as une feuille de papier blanc que t'es en train de lire, et bah, voilà. Ce serait ça, à peu près. Voilà. Ce serait embêtant. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai fait des animations où on construisait une maquette de galaxie avec la peinture fluo. Et pendant des semaines après, j'en avais sur les doigts, dans les interstices des ongles. Et la nuit, j'avais mes mains qui brillaient dans le noir pendant des semaines. En fait. J'avais beau me laver les mains, ça partait pas. Ça s'était incrusté. Oh non, c'est terrible. Du coup, j'avais des lampes de poche pour ceux qui sortent de Tchernobyl. Oui, c'est ça, Augustin, tout à fait. Par contre, on émet tous de la lumière infrarouge. Hein. Oui. Et ça, c'est rigolo. Moi, je fais des animations avec des caméras infrarouges et je dis aux gens, bon, alors, est-ce qu'il y a des vampires dans la salle? Parce que les vampires ont le sang-froid, normalement. Allez, question avant-dernière, je crois. C'est ça. À toi, Joe et Lucie, pour la lire. C'est l'avant-dernière question. Laquelle des lunes galiléennes ne possède pas d'océan d'eau sous-glaciaire? Io, Europe, Callisto, et j'arrive pas à lire le dernier. Ganymède. Ouais. Donc ouais, j'ai précisé d'eau parce que on suggère la présence d'un océan de magma dans Io, puisque c'est une lune rocheuse. Je crois que j'ai donné la réponse sans faire exprès. Oui, je crois. Zut, désolé, j'ai donné la réponse sans faire exprès. C'est la fatigue. Bon, on émet un peu de verre, peut-être. Je vois Mandalore. Ah, désolé, Mandagore, du coup, t'as répondu trop vite, Mandalore. Bah, désolé. Donc oui, effectivement, Callisto, Ganymède et Europe sont plutôt constitués de glace, en tout cas pour le manteau et la croûte, ce qui fait que les forces de marée de Jupiter vont faire fondre une partie du manteau glacé qui fait un océan sous-glaciaire, sous quelques dizaines ou centaines de kilomètres de glace. On le sait puisqu'on voit des effets de déplacement de glace à la surface, de la banquise en fait, elle est juste plus épaisse que celle de la Terre. Et on voit aussi des panaches de geysers d'eau qui sortent de la surface des infractuosité de la glace. Alors juste au passage, est-ce que tu connais, Lucie, la limite de Roche? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oui. Mais je vais te laisser parler. Je crois qu'on a parlé aussi la semaine dernière. Tu sais que c'est Monsieur Roche. Attention. T'en as parlé la semaine dernière, je crois. Voilà, exactement, la limite de Roche, c'est ce qui fait que si vous êtes trop gros et trop près d'une planète, vous éclatez à cause du tiraillement des forces de marée, donc la force de gravité différentielle entre le côté qui est face à la planète et le côté qui est opposé. Du coup, la Lune elle va être comme ça, tiraillée comme un ballon de rugby et elle va éclater. Voilà. C'est ce qui fabrique les anneaux planétaires, entre autres. Hein, voilà. Et quand c'est pas à ce stade-là, mais quand ça tiraille quand même un petit peu, eh bien ça fait fondre les intérieurs des lunes. Soit du magma pour Io, soit de la glace pour Ganymède, Europe et Callisto. Donc c'est Io qui ne possède pas d'océan d'eau liquide. Voilà. Bravo aux 9 personnes qui ont trouvé. Et oui, j'ai spoilé. Désolé. D'ailleurs, on dit divulgacher. On dit gâcher, divulgacher en français pour spoiler. Mais est-ce qu'on ne devrait pas dire spolier? Non? Spoiler, ça vient pas de spolier? Parce que je sais que 28% des mots de l'anglais viennent du français. Donc probablement que spoiler vient de spolier, mais spolier ça veut pas dire tout à fait ça. Spolier c'est privé. Ah oui, mais c'est ah oui, c'est ça. On prive de la surprise en fait. Donc en fait, spoiler c'est priver de la surprise, donc ça marche, spolier. En fait. Elle a spoilé.
Poêler, c'est un verbe très connu des crêpes, notamment. Voilà, ça c'est fait. Image numérique et contestante 31, ça change pas. Qui est contestante 31? Est-ce que il ou elle s'est dénoncé dans le chat ou pas encore? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Contestante 31 est deuxième, image numérique est premier ou première, je ne sais plus. Je ne sais plus quels sont tes pronoms. Adam Terrence, Lucie Le Boulot, on a le quatuor de tête. Et c'est Yad Lalume et Mandragore qui se battent pour le 0. Et on a toujours le même groupe de queue de peloton. On n'a plus de musique là. Pourquoi on n'a plus de musique? Il m'a mis le truc en pause là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tac, voilà. Mandragore sur Swittionary from Middle English spoilen, borrowed from Old French espolier, espuler, from Latin spoliare, présent actif infini spolio, bah c'est ça, pillage, oui c'est ça, c'est bien la même chose, c'est bien ça. Je crois que mon thé a fait une vidéo sur spolier, oui, Linguisticae. J'aime beaucoup Linguisticae. J'apprends plein de choses. Et oui, merci beaucoup. Tu es un l'image numérique. Ben, merci de me le rappeler. N'hésitez pas à me dire si jamais je me trompe de pronom pour vous, parce que vos pseudos ne sont pas forcément parlants par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à me reprendre si jamais je me suis trompé de pseudo, de pronom. Voilà. Le dictionnaire Wikipédia en anglais, c'est un bonheur quand on aime l'étymologie. Il y a le Wiktionnaire aussi. Hein, le Wiktionnaire, c'est important. D'ailleurs, voilà, ça me revient, j'y ai pensé plusieurs fois ce soir, mais à chaque fois, je suis passé à autre chose. On parlait de la place des femmes dans l'astronomie. Il existe une liste qui s'appelle Femmes astronomes dans Wikipédia. Je vous invite à la consulter. Je vous la mets ici. Hop, liste de femmes astronomes, voilà. Et il y a toujours le groupe de bénévoles Les 100 pages qui répertorie et crée des pages de personnalités féminines et d'autres minorités sur Wikipédia qui ne représentent que 19% des pages de personnalités. Voilà. J'en parle aussi parce que les 100 pages sont un soutien à la chaîne pour les émissions de culture que je fais avec Wikipédia et Wiktionnaire le mercredi. Voilà. Allez les follow sur Twitter et également sur Mastodon que je retrouve. Les 100 pages. Voilà. Eh ben, Les 100 pages. Et je sais qu'il existe aussi une version anglophone de ce groupe de bénévoles. Je me souviens plus comment il s'appelle. Et enfin, dernière question. C'est parti. Question 10. Combien de temps va durer le voyage de JUICE jusqu'à Jupiter? JUICE part en 2023 au mois d'avril depuis la Guyane. Et combien de temps ça va mettre? 2 ans, 5 ans, 8 ans, 12 ans? Je vous laisse répondre à la question. Je vous laisse répondre à la question. Alors, pendant ce temps-là, je vais récupérer l'info précise. Pop, 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 pop. Voilà. Et j'attends que tout le monde réponde bien et je vais pouvoir donner la réponse. Alors c'est à quelques mois près, hein, bien sûr. Parce que ça part pas de janvier à janvier. Hein. Voilà. Et c'est 8 ans. La sonde sera lancée le 13 avril 2023. Elle arrivera à Jupiter en juillet 2031. Donc ça fait 8 ans, si j'ai bien compté. Et ensuite, elle se placera autour de Ganymède en décembre 2034, donc dans 12 ans. Voilà, peut-être pour ça que les gens ont répondu 12 ans. Oui. Et oui, la question était piégeuse. Et ensuite, la mission est censée s'achever en 2035, mais comme vous le savez, si les instruments peuvent toujours être refroidis, si tout marche toujours comme il faut, et si les financements sont toujours là pour payer les gens, eh bien, ce sera prolongé. C'est souvent le cas pour les sondes spatiales, parce que quand on envoie un truc à plusieurs millions, à plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards dans l'espace, on essaie de le rentabiliser au maximum. C'est bien normal. Par exemple, la sonde de New Horizons a vu, après Pluton, un autre objet transneptunien, et peut-être encore un autre. Là, on est en train de réfléchir si avec le carburant qu'on a, on peut pas trouver une trajectoire qui va aller en choper un autre. Voilà.
c'est tout à fait normal. Et pour les satellites infrarouges, comme le JWST, quand on peut plus refroidir les caméras, eh bien on passe dans un autre domaine de longueur d'onde, on file le télescope à un autre groupe de personnes, et c'est arrivé pour le Spitzer, je crois. Pour Spitzer, je crois qu'il est parti sur un autre domaine après. Voilà. Et donc 8 ans, bravo aux 3 personnes qui ont trouvé la réponse. C'était qui? C'était Augustin, DevStelz et Mandragore. Et donc c'est Image Numérique qui conserve la coupe étoilée. Il va falloir le détrôner un jour, hein, attention. Qui peut battre Image Numérique, comme l'émission Qui peut battre Etchebest? À vous de jouer. Contestante 31, tu es deuxième. On aimerait bien savoir qui tu es pour te féliciter. Je vais donner des petites étoiles aux 4 premiers. Allez. C'était serré dans le top 2, effectivement. Image Numérique, où est-ce que tu es? Tu es là. Hop. Je vais te donner les petites étoiles pour te féliciter de ta victoire. Et dans bravo, le stream avatar, tu pourras modifier ton petit chat. Où es-tu, contestante 31, que je puisse te donner des étoiles? Je vais en donner à Adam Terrence et à Augustin. Adam Terrence, c'est toi ça? Non, ça c'est Mandragore. Adam Terrence, je vais te donner des petites étoiles. Voilà. Pour te féliciter de ta 3e place. Augustin. Où es-tu, Augustin? Lucie, Lucie, je vais t'en donner aussi parce que tu es l'invité. Et voilà. C'est gentil. Tu peux changer la couleur de ton petit chat avec l'onglet Stream Avatar que tu vas trouver en dessous de la vidéo. Augustin, tu es là, Augustin. Augustin, voilà. Des petites étoiles pour toi. Voilà. Et alors, qui est le mystérieux ou la mystérieuse contestante 31? On ne sait pas, hein. C'est en fait Mirabelle 2410. Alors, attends. Mirabelle 2410, c'est que tu peux dire un petit truc dans le chat afin que je te donne des étoiles pour changer la couleur de ton petit chat. Eh ben, écoute, je pense que ton papa, Image Numérique, est fier de toi. Bravo. Et nous aussi. Parce que tu as fait un sacré score. Hein. J'arrive pas à te sélectionner. Je crois que je t'ai. Voilà, Mirabelle, écoute Mirabelle, voilà des étoiles. Et Gouzik, c'est contestante 21. Non, 21, j'ai pas dit 21, j'ai dit 31. Comment c'est de gruger, Gouzik? Allez, voyons voir. Qu'est-ce qui est en dernier? Voilà, Mandalore, Gourzig et Jilin sont... Et Nightcall sont en dernier. Allez, comme j'ai fait les 4 premiers, je vais faire les 4 derniers. Allez, les 4 derniers, je vous donne des points. Voilà, hop. Parce que je suis sympa. Voilà, Mandalore. L'autre consolation. Voilà pour Mandalore. Qui est-ce qui a besoin d'un autre consolation? Gourzig, où es-tu, Gourzig? Où es-tu, Gourzig? Parce que, comme vous avez... voilà, Gourzig, comme vous avez souvent des chats de la même couleur au début, c'est pas facile. Voilà, Gourzig, tac. Voilà. Jean67, où est-ce que tu es? Et où est-ce que tu es, Nightcall? Dites-moi un mot dans le chat pour que je puisse vous donner vos étoiles. Voilà. Alors, je ne vois pas pour l'instant. Zicton qui fait un P. N'hésitez pas, Nightcall et Jean67 si vous voulez des étoiles. Voilà. Et donc c'est point d'exclamation Stream Avatar pour changer de couleur de petit chat. Est-ce que tu arrives à le faire, Lucie? Non. Alors tu cliques sur l'onglet Stream Avatar qui est sous la vidéo. Tu cliques sur le petit chat blanc qui apparaît normalement. Mais c'est quoi Stream Avatar? Mais sinon c'est pas grave. En fait, sous la vidéo, tu descends, t'as mes trucs genre Utip, Discord, etc. Et t'as un truc qui s'appelle Stream Avatar à un moment. Et tu vas pouvoir changer la couleur de ton petit chaton. Voilà. En tout cas, on va arrêter là pour le quiz. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt sur YouTube. Et à tout de suite dans le chat pour se dire au revoir.